Isabelle Delannoy et Serge Guérin, bonjour. C'est avec vous que nous concluons cette belle matinée de débat. C'est avec une grande joie, vraiment, que je vous réunis autour d'un sujet qui est central, qui est malheureusement négligé, parfois nié, et souvent on ne sait pas comment le traiter véritablement. C'est le terme de solidarité. Isabelle, vous êtes ingénieure agronome, conseillère en stratégie environnementale et théoricienne de l'économie symbiotique. Vous êtes également premier auteur du film Home et en ce moment, vous mettez la dernière pierre au lancement d'une nouvelle chaire au CNAM, son nom Symbiolab, dédié bien sûr à l'économie régénératrice. On dit régénératrice ou régénérative ? Je peux dire les deux, moi je dis régénérative. Mais... Régénérative et symbiotique. Serge, vous êtes sociologue, spécialiste de la santé, professeur à l'INSEC. Vous êtes l'un des meilleurs experts des enjeux du vieillissement et l'un des principaux promoteurs d'un terme dont on a beaucoup parlé, surtout au début de la pandémie d'ailleurs, le care, qui signifie prendre soin de l'autre. Vos derniers ouvrages, Médecine complémentaire et alternative pour ou contre, chez Michalon, et chez Kalman Levy, Les Quinquados. Alors, solidarité, où es-tu ? Souvenons-nous, il y a un an, effectivement, la France entière manifestait une empathie, une considération toute particulière pour les victimes et les soignants du Covid-19, aussi pour tous ceux qui entraient en souffrance affective ou matérielle. Il y a un an, nombreux étaient ceux qui espéraient ou assuraient qu'un monde nouveau était en train de germer, un monde nouveau fondé sur les vertus du temps long, du retour à l'essentiel, de la maîtrise consumériste, d'une plus grande justice, d'une démocratie renouvelée, d'une générosité cardinale, d'une considération pour la nature, l'environnement, la biodiversité tout à fait nouvelle. Autant de principes qui, en définitive, honorent et nourrissent la solidarité. Un an plus tard, où en sommes-nous ? Un petit peu loin. On a l'impression, on va en débattre justement, mais pour autant, il n'est absolument pas question d'abdiquer, de renoncer, et c'est surtout cela que nous allons voir ensemble. En quelques mots, d'abord l'un et l'autre, à partir des focales derrière lesquelles vous exercez, que vous inspire le thème justement de cette rencontre, tous les trois, solidarité, où es-tu ? Allez, Serge. Ah d'accord. Solidarité, où es-tu ? Déjà, se poser la question, la tutoyer, c'est joli. Ça prouve qu'on a une proximité avec cet élément-là. Mais on pourrait aussi la vous voyez en disant il y a peut-être différentes formes de solidarité. Et peut-être que chercher à trop centrer la solidarité sur une seule chose est un risque. Et solidarité, où es-tu ? Elle est dans plein d'endroits et en même temps, elle n'est pas. C'est-à-dire que, mais nous sommes aussi des êtres contradictoires. Et puis tout le monde, je sais pas, l'expression peut-être la plus grande, la plus belle, la plus extraordinaire de la solidarité, ça a été les Justes, par exemple. Dans les années 40, des gens catholiques qui risquent leur vie pour cacher des Juifs, par exemple. C'est une solidarité totale. Mais il y a aussi des toutes petites solidarités, des solidarités de proximité, des solidarités presque égoïstes d'ailleurs, des micro-solidarités. Et c'est aussi souvent plein de micro-solidarités qui créent des choses. Donc peut-être faut-il être aussi plus nuancé, plus modéré, plus bienveillant avec la solidarité, voire l'absence de solidarité. Se dire aussi qu'on n'est pas solidaire nécessairement à 100% de la journée. Vous savez, c'est parfois, je sais pas, il y a quelqu'un qui demande une pièce et le matin on la donne. Au bout du 8e dans la journée, on finit par pas la donner. Parce que voilà, c'est pas qu'on est devenu pas solidaire, c'est qu'on a nos limites, c'est qu'on a une organisation, c'est qu'on peut pas tout faire et ainsi de suite. C'est aussi peut-être interroger ce qu'est la solidarité et comment dans un contexte elle peut se prononcer. Et puis la solidarité, elle est pécuniaire, mais elle est dans le geste. On parlera certainement du care, elle est dans l'attention, elle est dans le regard, elle est simplement, Lévinas disait, pas d'indifférence du prochain, la non-indifférence du prochain. Se dire, je ne suis pas tout seul, il y a la terre, il y a la nature, il y a les êtres vivants, puis il y a les êtres humains tout simplement, je hiérarchise, voilà, il y a les êtres humains et j'y fais attention. Ça ne veut pas dire que je les aime tous, mais c'est-à-dire que j'y fais attention. Isabelle, avons-nous appris à être moins indifférents à l'autre ? Ces derniers mois, ce qui m'a frappé dans la Covid, c'est cette communauté de destin qu'on a vraiment vécue, où on a été la moitié de la population mondiale confinée en même temps, qui vivions les mêmes choses dans des contextes différents, et ou qui n'arrivions pas à vivre les mêmes choses. C'est-à-dire l'impossibilité de confiner, on en a peu parlé, mais quand même ça a pu transparaître parfois dans les bidonvilles, etc., et de comprendre en fait cet instant, cette
cette unité de temps, de lieu et d'action nous a fait vivre comme une grande pièce de théâtre où on était tous là. Et en même temps, donc, et une réinvention en effet de la solidarité, à la fois cette solidarité que nous donne un virus qu'on ne voit pas et qu'on ne peut pas vraiment toucher puisqu'on est confiné. Mais en même temps, on sait que nous sommes tous confinés, donc il y a cet imaginaire collectif qui s'est mis en place au niveau de la planète sur cela au moins. Et puis en effet, toutes ces micro-solidarités très locales, très ancrées à son lieu de vie, à son quartier, quand on a juste envie de danser ensemble, même de ces balcons séparés ou de faire de la musique ensemble, on a vu ça émerger, le besoin d'être ensemble localement et en même temps c'était étonnant. C'est vrai, mais en même temps, on l'évoquait tout à l'heure avec Julie Neveu, justement, au printemps dernier, parce qu'il y avait cette unité de combat, de guerre presque, unité de temps, unité de situation que nous partageons tous. On a tous été portés par le fameux monde d'après. Aujourd'hui, plus personne n'en parle. Et ce monde d'après, il portait en lui justement les germes de la solidarité. Et aujourd'hui, objectivement, on n'en parle plus. Comment vous l'interprétez ça? Est-ce que c'est momentané? Est-ce que, comme le pense Julie Neveu, justement, ce terme-là va ressurgir à un moment, lorsque nous serons peut-être sortis de cette crise? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, c'est vrai que c'était aussi peut-être... il y a une magie, il y a une symbolique. On vit tellement quelque chose qui apparaît incroyable, imprévu, imprévisible, même si finalement ça nous ramenait quelques temps avant, un siècle avant, il y avait la grippe espagnole par exemple, et puis il y a eu plein d'autres événements. Mais ça paraissait tellement sidérant que du coup, pour donner du sens à cette sidération, pour donner du sens à cette situation, il fallait se dire il y aura autre chose après. C'est pas possible que cet élément extraordinaire n'ait pas d'effet. Sinon, ça n'a pas de sens. Et donc du coup, il y a peut-être même un besoin psychologique, je ne suis pas psychologue, mais un besoin de se dire il y aura quelque chose après qui sera différent. Ah. Et puis, il y avait des formes de solidarité, bien sûr, très fortes. Il y avait aussi des formes aussi de besoin de se voir, besoin y compris de voir ce que font les autres. Le côté on va applaudir tout le monde regarde aussi si les autres applaudissent. Il y a aussi quelque chose comme ça qui est plus normatif, qui est plus presque de l'autocontrôle social. Voilà. Mais il y avait une conviction simplement parce que s'il n'y a pas de monde d'après, ça vaut vraiment pas le coup de vivre ça. Vous évoquez... Pardon, Isabelle, oui. Moi, ce que je crois quand même, c'est dans l'action, ça a bougé. On ne va pas toujours ressortir les mêmes mots et se poser les mêmes questions, etc. Donc oui, le monde d'après, on ne l'entend peut-être plus dans le langage. Mais dans l'action, où moi, au quotidien, ce que je fais, c'est d'accompagner des territoires, des organisations, des entreprises, eh bien, on voit en un an un vrai intérêt à se réinterroger sur comment on refait justement solidarité au niveau local, avec... alors moi, je suis plus dans l'économie, c'est régénérer le vivant et le social par l'économie. Donc, mais comment on va installer des circuits courts locaux, on va mailler ensemble des projets d'un territoire pour pouvoir refaire société ensemble et être résilients ensemble. Sincèrement, la prise de conscience au niveau local des acteurs économiques et politique n'a rien à voir avec il y a 1 an et demi. Donc peut-être que, je suis une optimiste de nature, mais peut-être qu'elle est moins dans le discours parce qu'elle est en train de se demander mais comment on fait là, maintenant. Vous évoquez justement des initiatives de solidarité, des initiatives locales de solidarité. Serge, vous évoquez des micro-solidarités. On voit aujourd'hui prospérer des actions de solidarité qui sont désindexées des traditionnelles institutions au sein desquelles nous les exercions auparavant. On peut parler du syndicalisme, il y a plein d'autres structures. Qu'est-ce que ça nous dit, ça, justement, notamment sur la situation de nos institutions? Qu'est-ce que ça nous dit aussi sur le fonctionnement de notre démocratie? Est-ce que par ces micro-solidarités, on est en train peut-être de régénérer, de réinventer nos modes de démocratie? Oui, c'est-à-dire qu'en effet, on peut avoir une vision très pessimiste en se disant les gens ne vont plus voter, par exemple. Les gens ne croient plus du tout au parti. Les gens n'adhèrent pas. On peut dire vraiment, il y a une désaffiliation énorme. Et c'est une réalité. On peut se dire aussi, oui, mais
il y a d'autres choses qui se passent. Finalement, on le traduit autrement. On est dans un moment peut-être où on cherche aussi. Il y a une sorte de bricolage social où on se dit c'est pas le parti qui me représente, c'est pas là où j'ai envie, c'est pas là où je me sens à l'aise. Je me souviens d'un travail que j'avais fait sur des retraités, sur leur engagement. Jean m'avait dit, mais moi, pendant 40 ans, j'ai fait des réunions. Si vous croyez que j'ai envie à la retraite d'aller à des réunions, en revanche, je veux faire des choses concrètes. Et je crois qu'on est dans quelque chose où les gens ont envie de voir directement ce que mon action produit. Je suis au Resto du Cœur, je suis présent et je contribue à une solidarité en permettant à des gens de se nourrir. Je suis dans un endroit et la rivière qui passe est complètement polluée. J'ai envie très très concrètement de contribuer à ce qu'elle soit plus polluée. Je vais aller nettoyer et ainsi de suite. C'est-à-dire voir aussi les conséquences de mes actes. Et puis il y a aussi peut-être quelque chose autour de je m'engage à un moment donné pour un temps T, mais je ne m'engage pas tout le temps. C'est-à-dire que je crois qu'on est dans d'autres formes qui sont intéressantes, c'est ni mieux ni moins bien, c'est en grande partie comme ça. Il y a une partie qui est parce qu'en effet, il y a quand même une défiance très forte. Ce pays, il n'y a pas que ce pays, mais la France se caractérise par une défiance énorme envers les autres, en grande partie, et envers toutes les institutions, parce qu'elle donne l'impression qu'en fin de compte, il y a un décalage énorme entre ce qu'on pourrait dire une société du haut, une société officielle, puis une société du bas ou une société informelle. Et du coup, les gens se disent, mais je ne me sens pas représenté, je ne suis pas dans cette institution. Mais du coup, ou bien je dis « oh ben ça ne m'intéresse pas et je fais ma petite vie », ou bien je me dis, il y a beaucoup de gens aussi qui disent « mais non, mais j'ai envie de construire autrement ce projet-là ». Et je le fais à proximité, avec des gens que je connais, à côté de moi, et donc c'est d'autres formes. On parle de démocratie, et je vous ferai réagir bien sûr après Isabelle. J'aimerais notamment aussi, juste après ma question, que en quelques mots, vous nous disiez ce qu'est l'économie symbiotique et régénérative, pour que nous comprenions mieux en quoi, justement, elle a toute sa place dans le débat qui est le nôtre aujourd'hui. En fait, c'est un terreau de solidarité, l'économie que vous développez. Mais un mot d'abord sur l'État. Il a fait preuve, objectivement, depuis 15 mois, d'une mobilisation solidaire qui est incontestable. Je crois que personne ne peut la remettre en question, notamment sur un plan économique. Mais Serge, vous dites que l'État a fait de la solidarité, mais sans vision de la solidarité. Est-ce que ça signifie que l'organisation de la solidarité demain doit échapper à l'État ou doit-elle toujours relever de l'État ? Je dirais les deux, mon capitaine. C'est-à-dire que, oui, d'abord, on ne peut pas contester que l'État s'est énormément mobilisé, d'abord en termes pécuniaires, le chômage partiel, les aides pour les entreprises, voilà. Et on se dit, s'il ne l'avait pas fait, ça aurait été une catastrophe économique totale. Donc de ce point de vue-là, on peut tout à fait comprendre les choses. Mais c'est vrai que, du coup, il n'y a pas eu le sens de tout ça. Pourquoi on le fait ? On le fait pour sauver l'économie. On le fait pour sauver la croissance, mais on ne le fait pas nécessairement pour essayer de réinventer justement un être en commun. On n'a pas tellement entendu ça, il n'y a pas eu tellement de projets derrière. D'ailleurs, tout le monde s'inquiétait en se disant, mais quand même, il va y avoir un endettement, qu'est-ce qui va se passer ? Il n'y a pas eu un discours autour de ça. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que l'État a mis beaucoup d'argent, a mis ses capacités, mais on a vu aussi que les capacités étaient parfois un peu engluées dans de la bureaucratie, dans des mélanges d'autorités, on ne sait plus trop qui décide, et ainsi de suite. Puis il y a aussi cette vision, ça se fait du haut. Il y a eu beaucoup une demande des régions, des départements, des communes, des bassins de vie, de dire « mais laissez-nous faire, on sait, nous, comment ça se passe au plus proche ». Et donc là, il y a eu une problématique aussi c'est-à-dire qu'il y a une défiance de la société envers les institutions, mais il y a aussi, pour partie, une défiance des institutions envers les gens, envers la société. Et c'est ça qui pose aussi problème, c'est qu'il y a un manque de confiance des deux côtés. Et que du coup, il n'y a pas ce discours, ou pas eu assez, ou pas eu tout de suite, ce discours de on y va ensemble d'une certaine manière, et chacun peut jouer son rôle. Isabelle, l'État a-t-il confiance en vous quand vous lui parlez d'économie symbiotique et régénérative ? Est-ce qu'il est un allié ? Alors, je parle peu à l'État. J'ai fait partie de beaucoup de commissions, etc. Mais c'est pour moi, c'est symbiotique. Dites-nous d'abord en quelques mots, oui. C'est important. Alors, en fait, l'économie symbiotique, c'est le constat qu'on a de nouvelles formes d'économiques productives qui ont émergé ou qui ont réémergé, qui sont l'économie sociale et solidaire, l'économie circulaire, mais aussi, dont on entend de plus en plus parler, la permaculture, l'agroécologie, les villes fertiles, les économies de l'usage, vous savez, où vous ne possédez plus votre voiture, mais vous en louez l'usage, par exemple, qui serait bon pour tous les biens d'équipement, et qui montre en fait que dans tous les secteurs qui font économie, pour toutes les activités humaines, on est capable de régénérer et les écosystèmes vivants et les écosystèmes sociaux et la matière nécessaire à nos équipements, nos industries, et ça de façon complète. Et elle montre aussi que tout cela fonctionne selon les mêmes principes.
Et la coopération en est un principe cœur, c'est-à-dire qu'elle est plus compétitive que l'économie classique, extractive, par la coopération. C'est vraiment un de ses principes cœur. Donc, mécaniquement, elle a besoin d'une solidarité, de communauté d'intérêts, de valeurs, qui peut être l'appartenance justement à une même communauté de vie, un même bassin de vie, un même bassin de versants, un même bassin de consommation. C'est exactement ce qu'on voit apparaître là. Quand on vous dit réindustrialisons le local, réautonomisons nos territoires sur la nourriture, il y a ce grand mouvement qui est en train de naître et qui est vraiment cette forme écosystémique. Et ce que démontre en fait la théorie symbiotique, c'est que non seulement on a une nouvelle économie qui est déjà là, potentiellement, parce que tous ces agents sont là, qui est globale, qui est complète, qui est puissante et qu'elle fonctionne en écosystème et qu'elle part du local. Serge, l'économie de la santé, que vous connaissez particulièrement bien, est-elle selon vous éligible finalement au principe qu'évoque Isabelle à propos de l'économie symbiotique et régénérative? Est-ce que l'on pourrait justement s'inspirer des principes que partage Isabelle pour réinventer ou pour faire évoluer l'organisation notamment de la santé en France? Alors il y a plusieurs éléments. Le premier, c'est la question du local. On voit bien qu'on a en grande partie besoin à ce que des soignants au sens large soient là, des gens âgés, des gens en perte d'autonomie pour des raisons de handicap, de maladies chroniques. Ils ont d'abord besoin que des êtres humains, des femmes et des hommes soient à côté. Et donc là, la question du local, la question de la coopération avec le local, elle est très très présente. On peut imaginer, et ça peut être aussi utile, tout ce qui est télésanté, télédiagnostic et tout ce qu'on voudra, bien sûr. Mais à un moment donné, quand je ne vais pas bien, j'ai aussi besoin d'être rassuré par une présence humaine qui n'est pas là nécessairement pour me soigner, pour me guérir, mais qui est là pour m'écouter, pour m'accompagner. On parle souvent aussi de soins relationnels. Avec le docteur de Normandie et Véronique Suissa, on a créé l'Agence des médecines complémentaires et alternatives, dans l'idée justement qu'il y a le soin, je dirais, la santé traditionnelle, académique, mais que la santé, la qualité de vie, c'est aussi d'autres pratiques. Et on voit bien que les Français utilisent énormément d'autres pratiques. Le yoga, la méditation, enfin, plein d'éléments. Certaines sont dangereuses, d'autres sont extraordinaires. Et là, on voit bien aussi que c'est une question de contact, de lien. La notion de lien, le premier des soins, c'est le lien. Donc de ce côté-là, il y a un soin symbiotique aurait du sens, quoi. Il y a vraiment cet élément-là. Et puis, en même temps, c'est aussi, vous parlez de coopération, c'est aussi le soin mutuel, ce qui est un peu une définition du CARE. Le soin mutuel, c'est-à-dire que j'y contribue. Si je peux accéder à une nourriture de meilleure qualité, donc qui fait aussi vivre des gens près de chez moi, cette nourriture qui n'a pas fait 3 fois le tour de la Terre, qui est produite dans des bonnes conditions par des gens qui sont respectés et respectueux, cette nourriture, elle sera meilleure. Si ensuite j'ai des conseils autour, et ainsi de suite, je me nourrirai certainement mieux, ce qui sera a priori plutôt un élément positif en termes de qualité de vie et en termes de santé. Et en même temps, je contribue à ce qu'autour de moi, on vive mieux. Finalement, je ne peux pas être en bonne santé si autour de moi on est en mauvaise santé. Je ne peux pas être en bonne santé si la Terre, si la planète, si les autres, si les êtres vivants sont en mauvaise santé. Le principe de l'interdépendance. Le principe de l'interdépendance. Il y a un an, Serge, vous étiez de ceux qui disaient « enfin ». C'est l'avènement du CARE. La société est en train de reconnaître les valeurs, les vertus, les propriétés du CARE. Aujourd'hui, c'est un terme dont on entend absolument peu parler. Il a disparu des tribunes, des plateaux télé, des travaux même, que l'on peut lire dans la presse notamment. Et il a disparu de nos bouches. Ça signifie quoi ? Vous avez parfaitement raison. Rappelez-vous, il y a un an, souvent on signait nos mails ou tout ça. Prends soin de toi, prenez soin de vous. Vous prenez soin de vous et des autres. Enfin, il y a quelque chose qui est la définition même de ces questions de CARE. Et là, c'est vrai qu'on ne se le dit plus d'une certaine manière. Alors on dit faites attention, distanciation sociale, quel horrible mot d'ailleurs. Il y a ces éléments-là et c'est vrai qu'on l'a un peu perdu. Alors, pas complètement au sens où on a bien compris justement que les enjeux de santé sont des enjeux du commun. Finalement, on ne peut pas vivre ensemble sans se poser des questions autour de la santé. Là, il y a vraiment quelque chose de très très fort. Mais c'est vrai que ça en est resté que là. Un peu une vision un peu hospitalo-centrée. Oui, il faut mettre plus d'argent dans les hôpitaux, ainsi de suite. Sans voir tout le reste. Je vous parlais des médecines complémentaires. Sans voir que les gens peuvent avoir besoin de pratiques non violentes, calmes, et ainsi de suite. Sans voir que les gens ont besoin de se parler, d'être en lien. Le CARE, finalement, c'est tout ça. Et c'est vrai que société accompagnante, l'entraide,
Kropotkin parlait de cette notion de société d'entraide. Tout ça a un petit peu disparu. Camus, dans L'homme révolté, à un moment donné, il dit « nous sommes », se sentir ensemble. Et c'est vrai qu'on l'a un petit peu perdu, chacun regardant un peu les autres, ou les médias nous disant « regardez, ceux-là font pas attention, regardez, ceux-là se protègent trop », enfin on ne dit pas se protègent trop, mais voilà, ceux-là ils se protègent, ils ne pensent pas aux autres, que sais-je encore. Voilà. C'est vrai qu'on a un peu perdu. Quel est le symbole justement de ce retrait d'un terme en lequel beaucoup ont vraiment espéré? Ça signifie quoi quand même sur l'état de notre société et de notre vivre ensemble? Ça signifie un certain pessimisme, peut-être même une désespérance. L'espérance est un risque à prendre, disait Bernanos. On n'a pas envie de le prendre d'une certaine manière. Et en même temps, là, on nous dit on va aller dans les terrasses et tout ça. Donc il y a aussi un mouvement, il se passe aussi des choses. Mais c'est-à-dire que finalement, on parlait tout à l'heure de plein de ces solidarités de proximité qui sont en fin de compte assez peu médiatisées, qui sont assez peu valorisées. On considère presque que oui, mais c'est pas très chic, parce que c'est juste une petite solidarité dans un coin. Mais en fin de compte, si on faisait la somme de toutes ces solidarités, ça donnerait du sens du care, ça donnerait du sens de l'interdépendance, et ça nous donnerait le sens de comprendre qu'on ne peut rien faire tout seul, qu'on a besoin les uns et des autres. Cette notion de soin mutuel, elle est là aussi. On a besoin des autres. Et on l'a un peu oublié, on l'a mis un peu sous le boisseau, parce qu'on n'est pas dans une vision coopérative. On est assez peu dans une vision d'économie coopérative ou de société coopérative. Pourtant, c'est ce dont on a besoin. On est plutôt dans une société de concurrence. Et finalement, on se dit, moi, ma terrasse sera plus grande que l'autre, quoi. Alors qu'il y a aussi des cafetiers, il y a aussi qui disent, tiens, on va peut-être consommer ensemble, peut-être passer commande en même temps, que sais-je encore. Mais on ne met pas assez en valeur, je crois, qu'il y a plein de micro-actions solidaires qui sont des prises de conscience aussi de nos interdépendances. Isabelle, Serge évoque cette économie collaborative, c'est tout à fait bien sûr c'est l'une des propriétés de l'économie symbiotique. Moi j'aimerais que vous nous disiez si l'enjeu numéro un, vous parlez du besoin des autres, l'enjeu numéro un pour régénérer la solidarité entre les hommes, l'enjeu numéro un n'est-il pas que nous prenions conscience que nous devons être solidaires de toutes les autres espèces vivantes sur Terre? Est-ce que ce n'est pas cette symbiose justement des formes de solidarité qui nous permettrait d'être davantage solidaires entre nous les hommes? Ce qui est sûr, c'est que, étonnamment, en fait, on a peu parlé de la Covid comme une des premières conséquences de la crise écologique globale. Oui. Au tout début, on a parlé de gens comme Gilles Boeuf, etc., l'ont évoqué. Voilà. Mais en fait, il y a peu de... Quand on voit, par exemple, après le premier déconfinement, les files au McDo, où c'est de la viande issue, élevée au soja, probablement, en tout cas, issu de soja issu de la déforestation, en fait, pour mettre en culture le soja. Beaucoup du soja nous vient du Brésil, sur des terres prises sur l'Amazonie, et donc issu de la déforestation, qui elle-même, par la diminution des habitats sauvages, nous mettent plus en contact avec des pathogènes portés par les espèces sauvages, dont la Covid. Donc, en fait, ce cercle-là de compréhension n'a pas été fait, en fait. Et c'est vrai qu'on n'a pas assez parlé de la Covid vraiment comme une conséquence et une des premières grandes crises globales qu'on va inévitablement vivre aujourd'hui parce qu'on n'a pas réagi assez tôt au changement climatique et à la crise de la biodiversité. Ça, c'est très, très important. Pourquoi ? Parce qu'on l'a vu début d'année, la côte ouest des États-Unis entièrement ravagée par les incendies. Demain, ça peut être les raz-de-marée. Il faut en prendre conscience de ça. C'est pas drôle, quoi. On n'a pas réagi assez vite. Et donc, il est peut-être pas trop tard pour inverser à terme la dynamique, mais on va quand même en vivre les conséquences. Et ce fait de se sentir solidaire des autres espèces vivantes et de notre terre, de la terre à laquelle on appartient, ça va nous permettre aussi de nous donner du sens au niveau local quand de toute façon, un jour ou l'autre, on va être confronté à des crises, comme on l'a vécu avec la Covid, qui nous touchent collectivement. Et si on n'a pas, en fait, ce sens, comme vous disiez, où il faut que la solidarité, elle soit productrice de sens. On a eu une solidarité technique. On n'a pas eu... l'État, en effet, n'a pas réussi à produire cette vision du monde d'après. Qui donnerait un sens à nos actions
aussi au niveau local. Et elle est très importante parce qu'on va de nouveau être confronté à ce genre de crise. Est-ce que l'ennemi numéro 1 de la solidarité est-il le capitalisme contemporain? Est-il le néolibéralisme comme nous le vivons depuis une vingtaine d'années, si l'on admet que dans le néolibéralisme, le sens est nié? Est-ce que c'est un ennemi de la solidarité? En tout cas, il ne fait pas toujours ami. C'est le moins souvent ce qu'on peut dire. En fait, la question, c'est que nous sommes des êtres qui, à la fois, sommes solidaires, parce qu'on en a besoin, parce qu'on vit comme ça, depuis que le monde est monde, et en même temps, nous sommes aussi des êtres qui sont mus par des esprits de compétition. Alors, les deux, compétition, solidarité, ça peut être aussi des formes de coopération. On peut aussi s'y retrouver, on peut faire la course à un moment donné. Tout dépend des règles. Tout dépend des règles. Et de la finalité. Oui, c'est ça. J'ai couru beaucoup de marathons. Pas pour les gagner, parce que j'étais vraiment pas au niveau. Mais voilà, on peut être aussi dans un moment où on se dit j'ai envie d'aller un peu plus vite si j'en suis capable. Je me dépasse, je me dépasse avec soi-même. Voilà, exactement. En même temps, je peux me faire plaisir à dire tiens, là, celui-là, je suis passé devant lui. Mais ça n'empêche pas qu'en même temps, il y a un sentiment de solidarité parce que tout le monde vit une certaine difficulté, une certaine souffrance. Donc on peut peut-être moins opposer les choses, essayer de trouver dans un certain cadre. Il faut qu'il y ait des structures, il faut qu'il y ait des ceintures de sécurité, en particulier par rapport aux plus fragiles. Et puis il faut aussi, c'est le sens commun que l'on se donne, le projet commun que l'on a. Si le projet commun, c'est simplement il faut que les plus riches soient encore plus riches, bon, c'est assez pauvre finalement. Si le projet commun, c'est parce qu'on a un destin commun en ce moment, avec ces questions par exemple autour de l'écologie et du réchauffement climatique et autres, on peut y trouver aussi des réponses. Je suis prof dans une école de commerce qui s'appelle l'INSEC. On fait tous les ans ce qu'on appelle la Green Business Week. Aux étudiants, on a une semaine autour des enjeux. Mais on leur montre aussi, je leur montre aussi, que derrière ces enjeux, il y a aussi des perspectives, y compris d'un développement économique particulier, soutenable, symbiotique peut-être, et sur lequel eux, ces jeunes filles, ces jeunes hommes qui sont étudiants et qui se projettent, et pour certains à créer une entreprise, pour certains, voilà, ça peut être aussi dans ce secteur-là. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement quelque chose qui est négatif. On peut aussi faire de ces éléments-là, parce qu'on a un esprit d'entreprendre, par exemple, parce qu'on a une envie, on peut aussi y trouver quelque chose de positif. Finalement, je peux regarder le bio. Le bio, il y a aussi une logique derrière. Alors, il faut faire attention, il faut qu'il y ait des normes, il faut que ce soit surveillé, et ainsi de suite. Mais il y a aussi des agriculteurs qui disent, mais depuis que je me suis mis au bio, ça marche mieux, je gagne mieux ma vie. Et j'ai du sens, parce qu'aussi je fais plus attention à moi, je suis plus fier et je suis aussi meilleur dans ma santé. Oui, on peut être gagnant aussi. L'équation cardinale, Isabelle, et par exemple, on parle maintenant d'économie symbiotique, mais c'est pour rebondir sur ce que vient de dire Serge, il faut pouvoir faire la démonstration que ces nouvelles formes d'économie sont profitables aussi. Oui, on se rend compte qu'elles sont plus rentables. Enfin, quand elles fonctionnent en écosystème, on se rend compte qu'elles sont plus rentables. Il y a un exemple que j'aime beaucoup qui s'est passé à Redon, autour de l'hydrogène. L'hydrogène vert est réputé non rentable. Oui. L'hydrogène vert, c'est quoi? C'est l'hydrogène issu des énergies renouvelables. Parce que l'hydrogène n'est pas une énergie stock, en fait. Une énergie qui vient d'être produite. Donc, soit elle a été produite par du nucléaire, par du charbon ou par des énergies renouvelables. Et cet hydrogène issu des énergies renouvelables est réputé non rentable. En 3 ans, en fait, l'entrepreneur avait une intuition et en effet, il est tombé sur la théorie symbiotique et il a mis du coup en œuvre qui correspondait à son intuition et il l'a mise assez systématiquement. Et bien, autour de ça, en partant, et ça c'est très important, c'est pour ça que c'est des solidarités, en partant des besoins locaux. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passait? Les petites communes, leur charge de carburant était devenue la première charge municipale. Pourquoi? Parce qu'elles avaient beaucoup de seniors, beaucoup de personnes éloignées de l'emploi à cause de la mobilité, elles faisaient du transport à la demande, donc de la solidarité, vers de besoins. Mais elles ne pouvaient plus la tenir. Donc en fait, ils ont mis en place un système entrepreneurial d'assemblage, de production locale de voitures, possédé par la municipalité et mis à disposition des habitants. Donc assemblé localement et avec de l'hydrogène local dont l'énergie était faite par les énergies renouvelables locales. Mais il se trouve que l'hydrogène, quand vous mettez l'électrode dans l'eau, ça produit de l'oxygène, de l'hydrogène, et puis si c'est des eaux d'effluents agroalimentaires, ça va vous produire aussi des amendements agricoles, parce qu'il y a autre chose dans l'eau, et etc., etc. Aujourd'hui, ils sont un ensemble de TPE,
de PME, de grandes entreprises, de petites agglos, de grandes agglos, d'universités, parce qu'il faut former de bac-3 à bac+5, et qui forment un écosystème où ils sont en train de créer une société de territoire où tout le monde peut investir, y compris les usagers, et qui répartit la valeur. C'est-à-dire que, en effet, le produit en lui-même, il n'est pas rentable. Mais l'ensemble des coproduits ensemble rend le tout plus rentable. Et aujourd'hui, on fonctionne en silo, c'est-à-dire on fonctionne sur des filières. On voit des villes s'effondrer à cause d'une crise industrielle qui touche leur secteur. Et ensuite, la solidarité, il va falloir aller chercher de l'argent là pour pouvoir faire un transfert d'argent là, pour pouvoir créer les ponts comme ça. En fait, dans une société en tissu, maillée comme ça, y compris sur les besoins économiques, la solidarité, elle joue d'elle-même en fait. L'argent circule et les choses deviennent même plus rentables. Mais il faut y arriver. Et ça, en effet, c'est une autre culture. L'exemple dont parle Isabelle questionne finalement l'enjeu de la décentralisation, l'enjeu de l'organisation même des pouvoirs publics, de l'État, de l'administration. Oui, bien sûr. On est cette nouvelle société, ou la société vers laquelle on va, pour qu'elle ait de la cohérence, pour qu'elle marche tout simplement, pour qu'elle fonctionne, il y a besoin, de confiance, de confiance entre nous, de confiance de l'État vers nous, de nous aussi vers l'État, et que cette confiance, elle se traduit aussi avec les gens que l'on connaît. Les gens que l'on connaît, c'est ceux avec qui on vit. Et donc, il y a aussi certainement, très fortement, un besoin d'un ancrage territorial, un besoin d'une décentralisation de confiance, justement. Alors, évidemment, pas tout doit être décentralisé, mais énormément de choses, parce que ce qui est vécu à Redon, c'est pas ce qui est vécu dans un autre endroit, parce que les ressources sont pas les mêmes, parce que les gens sont pas les mêmes, parce que les besoins sont pas les mêmes. Mais bien sûr qu'il y a ça, il y a à réinventer à la fois du commun qui est un territoire global et du commun qui est aussi la proximité. La confiance que l'on sait extrêmement malade, la confiance que nous avons envers nos institutions notamment, mais pas seulement, envers les autres, tout simplement, au travail, dans tous les cercles, dans les associations, etc. Est-ce que cette confiance, la condition pour générer cette confiance, c'est vraiment la proximité, c'est le local? Je suis convaincue. Les Japonais ont un terme comme ça, ils disent yeux dans les yeux. C'est-à-dire tu peux pas, et c'est un terme qu'ils employaient notamment pour, c'est eux les créateurs des AMAP, les associations de maintien de l'agriculture paysanne, avec des paniers locaux où on se regroupe pour finalement permettre à un agriculteur de nous approvisionner. Eh bien, eux, ils parlent de ça, ils parlent les yeux dans les yeux. Tu ne vas pas faire pas attention à ton produit, mettre n'importe quoi sur ton produit si tu connais celui à qui tu vas le donner. Sommes-nous capables aujourd'hui de nous déposséder nous-mêmes de nos individualismes, de nos égoïsmes, largement nourris par le, pardonnez-moi ces termoïsmes, mais largement nourris par le mercantilisme aussi? Est-ce qu'on peut s'en déposséder pour construire ce que vous dites? Parce que ce que vous dites nécessite d'avoir confiance en l'autre, nécessite quelque part d'aimer l'autre. Est-ce qu'on est suffisamment capable d'aimer l'autre pour aller dans le sens que vous évoquez? Je pense qu'on peut ne pas opposer complètement, c'est-à-dire qu'on peut avoir une sorte d'égoïsme solidaire, où on peut avoir une coopération individualiste. Parce que j'ai aussi un intérêt comme individu, j'y suis aussi gagnant de le faire. Et donc, et puis c'est Marcel Mauss, donner, recevoir, rendre, la culture du don. Quand je donne quelque chose, je reçois, et ça me fait du bien, y compris comme individu. Ça me fait du bien. Quand, je sais pas, vous êtes en voiture et vous prenez quelqu'un en stop, ça vous rapporte rien. Sauf que, tiens, je vais pas faire la route tout seul. Tiens, je vais apprendre quelque chose. Il y a aussi ça. C'est-à-dire que je suis gagnant aussi, à titre individuel et à titre collectif. Et donc, c'est comment on arrive finalement à réorganiser et à réhabiliter à la fois l'individu et le commun, et le collectif, et la solidarité. Pardonnez-moi Serge, il y a 20, 30, 40 ans, on pratiquait l'autostop. Qui pratique l'autostop aujourd'hui? Et pourquoi plus personne ne le pratique? Parce que les automobilistes ont peur. Nous sommes dans une société de la peur de l'autre. Alors vous avez doublement raison, restons sur l'autostop, parce que c'est quand même quelque chose d'extrêmement basique. Oui. Nous sommes de génération, on a pu le faire. C'est vrai qu'on le fait moins aujourd'hui, et moi par exemple comme père, je serais même plutôt inquiet si mes enfants le faisaient. Voilà. Et donc il y a ce problème de défiance, d'inquiétude. Et puis il y a un autre élément aussi, c'est que vous parlez du capitalisme et du marché. Le marché est très fort. Et le marché a récupéré. Et aujourd'hui, je peux être payé. Il y a des entreprises qui se sont créées pour faire de l'intermédiation et qui permettent à des gens, tiens, je propose du covoiturage. En échange, vous allez payer quelque chose.
Et donc on peut dire, du coup, ça y est, il n'y a qu'un intérêt pécuniaire. Mais il n'y a pas que ça, parce que souvent les gens disent, oui, ça m'arrange économiquement. Et après tout, ça me permet aussi que des gens prennent la voiture, sinon peut-être que chacun aurait pris sa voiture. Donc, ce point de vue-là, il y a quelque chose écologiquement qui est peut-être pas inintéressant. Je connais quand même les gens, donc je suis moins en insécurité parce que je sais qui ils sont, ils se sont fait connaître. Donc du coup, ça me rassure aussi. Et puis qu'il y a un intérêt pécuniaire, mais de tout le monde. Vous voyez, on peut trouver, finalement, c'est ni la magie de l'autostop d'il y a 50 ans, mais c'est pas non plus quelque chose de totalement individualiste, ou pas seulement. Il peut y avoir ça aussi. Vous voyez, donc du coup, il y a aussi là une certaine nuance entre les deux qui est aussi possible. Vous voulez réagir, Isabelle, justement, à cette notion de peur de défiance ? On a en effet, alors voilà, on a un vrai problème qui est la peur de l'humain, en fait. Et tant qu'on est dans la peur de l'humain, on a besoin d'être rassuré, ça va être contrôlé, on va élire des chefs, on va être dans la culture du chef et on va élire des chefs puisque toute cette masse grouillante qui me fait peur, il faut bien la dominer. Et donc plus même soi-même on est dominé et on a peur, plus on va avoir tendre à élire des gens qui vont maintenir cette masse. Et ce qui donne pourquoi Trump a été élu par les plus pauvres. C'est vraiment... On a ce phénomène-là. Mais il y a aussi, en effet, dans ces nouvelles formes économiques, un intérêt général et une solidarité qui ne s'oppose pas à l'intérêt individuel. Et moi, j'ai vécu le cas ce week-end où j'ai pas de voiture, je dois aller voir mes parents, solidarité peut-être intergénérationnelle, mon père est à l'hôpital. Premier réflexe, pourtant je suis là-dedans, premier réflexe, je vais sur les sociétés de location de voitures. Pourquoi ? Parce que c'est ma génération. Deuxième réflexe, je me dis, mais qui loue des voitures, sa voiture autour de moi ? Résultat, ça m'a coûté beaucoup moins cher. J'ai en effet connu des voisins que je ne connaissais pas. Et on s'est dit, mais ok, c'est super, ta voiture, elle est là, on se rappelle, quoi. On se rappelle. Et ça, ça permet de créer de nouveau des liens dans un quartier et peut-être demain de s'aider, etc. Il pleuvait, il m'a ramené chez moi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Une humanité qui se crée autour de l'économie, parce que l'économie, il ne faut pas oublier que c'est échanger les uns avec les autres. C'est juste le vecteur de l'échange, en fait. Après, il est monétarisé ou pas. Et c'est pas gênant qu'il soit monétarisé, parce que si on continue à penser que c'est justement que dans une économie extractrice extractrice du social, extractrice du vivant, qui vaut la peine d'être monnayée, on ne pourra jamais développer une économie qui, elle, est capable de régénérer les liens sociaux comme ça dans son quartier. Isabelle, dans votre propos, vous avez évoqué la solidarité intergénérationnelle. Je voudrais m'adresser à vous, Serge, vous connaissez particulièrement bien ce sujet. Or, l'impression que cette solidarité intergénérationnelle a été mise à mal. Je m'explique, nous avons une jeunesse qui est en grande souffrance, qui a payé un très lourd tribut justement à la gestion de la crise au profit d'aînés qui étaient eux-mêmes les plus vulnérables au Covid. Et puis cette jeunesse, elle a vu ces derniers mois, c'est encore le cas aujourd'hui, des personnes âgées vulnérables refuser le vaccin, par exemple. Et c'est parce que ces personnes ont refusé le vaccin que peut-être le processus de jugulation justement de la crise va perdre du temps et va s'étirer. Est-ce que cette fracture intergénérationnelle va durer ? Est-ce que vous-même, vous en avez pris conscience, vous l'avez mesuré ? Quelle trace peut-elle laisser ? Alors, je serais plus nuancé. D'abord, la jeunesse, ça ne veut pas dire grand-chose. Il y a plein de manières d'être jeune. Les étudiants que j'ai à l'école de commerce, bien sûr, c'est compliqué. J'ai vu aussi des systèmes d'entraide tout bêtes. Au tout début, les systèmes de visio ne marchaient pas toujours super bien. Et par exemple, des étudiants qui disent appelle-moi en même temps et je montrerai en même temps avec mon téléphone portable. Voilà, donc des gens qui s'organisent de telle ou telle manière. Donc, il y a des jeunes qui ont subi très durement, en particulier ceux, par exemple, qui avaient des petits boulots, qui du coup les ont perdus. Donc, économiquement, c'est plus compliqué. Des gens qui vivaient un peu tout seuls, loin de leurs parents, loin des amis et tout ça, et qui ne se voient pas. Ce sont des réalités très fortes. Mais il y a eu aussi plein de jeunes qui se sont organisés, parfois aux limites peut-être des règlements, mais qui se sont organisés pour continuer de se voir, pour créer des solidarités entre eux. Et vis-à-vis des aînés. Et puis, il y a eu aussi, par rapport aux plus âgés, d'abord, première chose, c'est les jeunes en question. Quand on dit les aînés, c'est souvent leurs parents ou leurs grands-parents. Donc du coup, la symbiotique, elle est là quand même. C'est-à-dire que, attends, là on parle de mon grand-père, de ma grand-mère. J'ai pas envie qu'elle meure, j'ai pas envie qu'il meure.
je suis inquiet pour eux. Finalement, il y a eu par exemple, avant, les grands-parents appelaient leurs petits-enfants pour savoir comment ça allait. Là, ça a été un peu l'inverse. C'est les petits-enfants qui ont appelé pas mal leurs grands-parents pour savoir comment ça allait. C'était intéressant d'ailleurs. Voilà. Donc il y a eu plutôt des choses comme ça. Il y a eu sur le palier l'étudiant qui n'avait jamais parlé à Madame Denise qui est allé taper à la porte pour savoir si elle avait besoin qu'il aille faire les courses. Et Madame Denise qui est allée taper ensuite en disant « Tiens, j'ai fait un potage, si vous en voulez, prenez-le ». Elle s'en va pour qu'il ne se contacte pas et tout ça avec l'histoire de Covid. Donc il y a eu aussi plein de petites de solidarité minuscules comme ça. Et puis, bon, bien sûr que ça a été difficile. Enfin, quand on parle de génération sacrifiée, il faut être là aussi mesuré. C'est pas aller dans les tranchées non plus. C'est ne pas aller boire de la bière. C'est triste, tout ça. C'est avoir du mal à suivre les cours. Je le sais, hein, je me suis fait des tunnels de cours. Et c'est d'ailleurs difficile aussi pour les profs, quel que soit leur âge. Et là, il n'y a pas d'effet de génération. Après, Julie Neveu juste avant, justement. Voilà, on y a un plaisir moindre quand même. Puis c'est difficile, les interactions et tout ça. Et puis, quand même, il y a eu finalement très peu de mouvements vraiment de cristallisation. Les médias ont montré à tel endroit, il y a des fêtes de jeunes. Ce qu'on peut comprendre, on a dit pendant 1 an aux jeunes, vous n'avez aucun risque. Ce qui était d'ailleurs, depuis le début, je disais, mais c'est une erreur de parler comme ça. Je rappelle que 40% des morts du Covid sont des personnes obèses ou en surpoids. Ce n'est pas une question d'âge, c'est d'être obèse et en surpoids. Vous pouvez avoir 25 ans, boire 25 canettes d'une boisson gazeuse très très sucrée, voilà. Et vous avez 25 ans, vous êtes peut-être obèse, vous avez peut-être un diabète, que sais-je encore. Vous êtes plus en risque que quelqu'un de 75 ans qui tous les matins va faire du vélo. Et donc on a trop, à mon sens, se focaliser juste sur l'âge. Et ce qu'on a pu voir, c'est plutôt aussi un intérêt collectif de faire attention. Et c'est aussi une prise de conscience de nous tous, de dire mais on est peut-être plus fragile qu'on ne le croyait. Et que les plus âgés ont aussi eu des marques de solidarité. Vous disiez, oui, les plus âgés, ils ne sont pas trop allés se faire vacciner. C'est pas vrai. D'ailleurs, dans tous les sondages au début, on disait, oh là là, les Français sont contre le vaccin. Ceux qui étaient le plus pour, c'était les plus âgés. Pour une raison très simple, c'est qu'eux ont vu de leur vivant disparaître certaines maladies. La polio. Des gens qui ont 80 ans, la polio, ils ont eu des frères, des sœurs, des parents, des amis touchés par la polio. Ils en ont vu mourir, ils en ont vu boitiller toute leur vie. Ils ont vu que ça disparaissait grâce au vaccin. Donc ceux-là, d'une certaine manière, étaient plus convaincus. Et on peut dire même que les pionniers, puisque ça a commencé dans les EHPAD, dans la maison de retraite médicalisée, je me souviens, j'étais là à Paris, dans la première maison de retraite où ça s'est fait. Il y avait un côté aussi où des jeunes regardaient les plus âgés en disant « Ah ouais, quand même, ils y vont, quoi. » Les plus âgés y allaient en disant « Mais j'ai pas le choix. » Et donc, ils ont entraîné d'une certaine manière. Après, on aurait pu discuter des priorités, et ainsi de suite. Mais en tout cas, il y a eu une étude qui montrait que 75% des bénévoles âgés souhaitaient se faire vacciner d'abord pour pouvoir refaire du bénévolat. Vous vous rendez compte ? Donc, pouvoir faire de la solidarité. Donc, il y a eu plutôt, là aussi, une implication. Et les jeunes, quand ils ont vu les vieux y aller, se disent « Ah ouais, peut-être que quand même… pendant longtemps… Ils les ont vus ne pas y aller non plus. C'est-à-dire qu'en janvier, février, mars, il y a vraiment eu un moment un petit peu de cristallisation quand même. Oui, enfin, ça a été plus un discours parce que le gouvernement aussi, à tort ou à raison, a eu très peur de ces mouvements-là, de dire les gens ont peur d'y aller. Mais en fin de compte, et je me souviens très bien avoir dit au début, mais dès qu'on verra des gens le faire, et les premiers, c'était les vieux en effet, qui ont été des pionniers, mais ils y sont allés dans la maison de retraite, ils y sont allés, plus de 90%. Ceux qui étaient plus prudents, plus réservés, c'était une partie du personnel soignant. Jeunes parfois. Et donc, ça a entraîné aussi. Et après, les jeunes ont vu et aujourd'hui, ils veulent y aller comme tout le monde. Donc, on a aussi réfléchi ensemble. Et en voyant les plus âgés, les jeunes sont aussi réfléchis, se dit. Et les plus âgés qui avaient un côté, bah oui, tu vois, je l'ai fait, tout ça. Voilà. Et donc, ça a plutôt créé quelque chose. Après, la grande difficulté, c'est ni les jeunes ni les vieux, c'est qu'il n'y avait pas assez de doses. Voilà, et ça, c'est voilà. Malheureusement, le temps tourne. Oui, pardon. Non, mais pas du tout, mais il reste, on va dire, une bonne dizaine de minutes. Juste avant d'arriver, juste avant de conclure sur l'entreprise et la RSE, parce que ce sont à la fois un lieu et un concept qui questionnent directement la solidarité. Sur le vaccin, fallait-il par exemple obliger les personnes âgées, le personnel soignant à se vacciner ? Cette notion de… Le vaccin a questionné notre rapport à la liberté. Fallait-il, d'après vous, obliger justement ces publics-là vulnérables à se vacciner ? Alors, je crois par culture… peut-être de démocratie, peut-être un petit peu libertaire ou très camusienne en tout cas, que l'obligation n'est pas nécessairement la bonne chose, pour vous. Mais ça me paraissait délicat et difficile parce que du coup, d'abord pour une raison de réalité, principe de réalité, on oblige les soignants, c'est-à-dire qu'on les montre du doigt. Et s'ils refusent, qu'est-ce qu'on fait ? On n'a déjà pas assez de soignants. Qu'est-ce qu'on fait s'ils refusent ? Il y a aussi un principe de réalité. Et donc, on n'a pas obligé ni les plus âgés, et plus de 90% dans les EHPAD l'ont fait, plus de 90%. Et progressivement, on est, je crois, à 60% pour les soignants. Ça y va plus lentement, ainsi de suite. Mais je crois qu'il y a aussi une notion de conviction.
d'entrer, d'avoir des arguments de pédagogie et de réalité. Je vois ce que ça fait. Il y a des pays, il y a Israël, il y a la Grande-Bretagne qui l'ont fait plus vite que nous. On a vu que globalement, c'était plutôt efficace. Et puis, il y a aussi, on parle de bénéfice-risque. La vie, elle est souvent comme ça. C'est quoi mon bénéfice, c'est quoi mon risque? Et là, je vois aussi, mon bénéfice, c'est les terrasses aujourd'hui s'ouvrent. Ça y participe aussi. Et on va donc recréer d'autres formes de sociabilité. Et peut-être que dans les terrasses, peut-être qu'à table, on va être content, on va se dire, ah ça y est, un jus de fruits, de l'alcool, pour moi un bon chocolat, j'espère. Mais on va aussi parler de solidarité. On va aussi parler de, tiens, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ça va être aussi, au début, ça va être le plaisir, et c'est très bien. Mais la solidarité, c'est aussi du plaisir. Et donc on va partager et en partageant, on va peut-être avoir des nouvelles idées qui seront des idées de solidarité. Un mot sur l'entreprise et plus globalement sur l'organisation du travail, parce que l'entreprise convoque par nature l'exercice de la solidarité. Le télétravail va devenir l'une des normes et dans nombre d'entreprises, elle va devenir la norme. En fragmentant, en isolant davantage les communautés sociales et les communautés de travail, la solidarité est-elle appelée à dépérir davantage encore dans l'entreprise, d'après vous? Oui, alors il faut savoir si la solidarité a vraiment existé en fait. La solidarité dans l'entreprise, hors les syndicats, voilà, on a un vrai problème là-dessus dans les formes traditionnelles d'entreprise. Et c'est vrai que les syndicats, les associations, c'est un peu ce qu'on disait au tout début, c'est des formes très verticales de solidarité. Or aujourd'hui, on est dans une société en réseau. On est dans une société où justement, je vais me relier à cette cause-là, cette semaine parce que ça me parle, et la semaine prochaine, ce sera une autre cause, mais je ne vais pas rentrer dans un syndicat, je ne vais pas forcément non plus rentrer dans une association. Mais par contre, je vais peut-être faire une structure associative locale pour résoudre tel problème. C'est vraiment, tout bouge en ce moment. Et au niveau de cet éclatement, c'est intéressant de voir ce qui s'est passé. Quand on voit la Défense qui continue à construire des bureaux alors que les bureaux sont vides et qu'on sait que les entreprises, beaucoup d'entreprises ont compris le coût des bureaux et vont autoriser le télétravail pour des raisons de coût. Et le télétravail est admis par les personnes pour des raisons aussi de distance entre des zones d'activité comme la Défense, qui est la plus grande européenne, et il faut 1 heure pour y aller, minimum. Donc on comprend, en fait, on comprend ça. Et c'est là aussi où on a besoin de repenser ça avec de l'aménagement territorial dans des choses qui existent et des espaces de coworking qui remaillent aussi les acteurs, même au niveau rural. On a des espaces de coworking, par exemple, où on trouve son imprimante, sa connexion Internet, un écosystème de gens avec qui on peut discuter, etc., le midi, et en même temps son espace de travail pour pouvoir faire du télétravail. Est-ce que la RSE, dont on parle bien sûr beaucoup, alors je mets de côté, moi, tous les écarts des instrumentalisations en termes de communication, de marketing, du greenwashing, etc. Mais la RSE peut constituer une véritable démarche collective dans l'entreprise et donc une démarche qui rassemble, qui fédère, qui solidarise notamment les salariés. Est-ce que vous y croyez, vous, aujourd'hui un peu plus qu'hier, ou est-ce que vous demeurez encore, comme beaucoup, un petit peu dubitatif, ou en tout cas prudent sur ce que l'on peut attendre de la RSE comme levier de solidarité? Je dirais que d'une certaine manière, l'entreprise n'a pas le choix. C'est-à-dire que ce soit aussi du greenwashing, mais pourquoi pas? Pardonnez-moi, ça je vous interromps, mais très souvent, quand on parle de RSE, on objecte justement, l'entreprise n'a pas le choix. C'est quand même terrible de dire ça. C'est une réalité, ce que vous dites. Mais on a l'impression que l'entreprise pratique la RSE parce qu'elle n'a pas le choix, alors qu'elle devrait pratiquer la RSE par volonté. Par choix, justement. Mais je dirais que... Par sens. Oui, mais moi, je ne opposerais pas les deux. Je dirais que d'un côté, il y a pas le choix, et de l'autre côté, il y a le choix. Et c'est les deux ensemble. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le choix parce que, doublement, la question écologique et la question aussi de comment je suis plus efficace, c'est aussi en donnant du sens à des salariés, par exemple, alors qu'ils ne sont pas nécessairement solidaires, mais en tout cas, quand j'ai tout intérêt à ce que les salariés coopèrent. D'ailleurs, du coup, la question du télétravail peut être complexe. D'abord, le télétravail, c'est 1/3 des salariés. Les autres ne peuvent pas. Donc, il ne faut pas non plus... Voilà. Donc, c'est aussi plus complexe. Parfois, même en termes d'écologie, si chacun a son papier, son imprimante, et ainsi de suite, alors qu'après tout, dans une entreprise, il y a des imprimantes collectives, on n'est pas toujours tant que ça gagnant. Donc, c'est comment on organise tout ça. Puis, on s'aperçoit aussi qu'on a tous besoin
d'interaction, d'échange, et qu'à un moment donné, les systèmes visio ne sont pas suffisants. Donc il faut trouver là aussi le bon équilibre. Mais je crois que l'entreprise, ou en tout cas des formes d'entreprise, peuvent trouver de la cohérence et se développer de manière soutenable, je dirais convenable, aussi en s'appuyant sur ces démarches de RSE, c'est-à-dire sur la question sociale, sur la question par exemple de la prise en compte aussi des fragilités. Ce que fait ressortir aussi la crise de la Covid, d'abord on le voit avec les questions de santé mentale, mais c'est aussi de fragilité plus forte des salariés. Les gens, ah oui, c'est compliqué pour eux. Pourquoi telle ou telle entreprise nous jouons avec l'agence DMCA, des entreprises qui contactent en disant on aurait besoin d'attention pour les salariés. C'est peut-être juste un petit temps de décompression, peut-être une heure de yoga, que sais-je. C'est des structures comme Responsage, on va dire, il y a des entreprises qui sont complètement, il y a des salariés qui sont en grande fragilité, par exemple, qui sont des aidants, qui ont des enfants ou des proches à aider. Donc il y a ça, et en même temps il y a la question écologique. Ce n'est pas à vous que j'apprendrai la distinction entre fragilité et vulnérabilité. La fragilité est intrinsèque, on va dire, et les vulnérabilités, elles sont causées par l'homme. La véritable question ne serait-elle pas justement de s'interroger sur l'origine, les mécanismes qui provoquent les vulnérabilités. C'est ça le fond du problème. Et ça rejoint finalement aussi ce que vous entreprenez avec l'économie symbiotique. Il s'agit bien d'essayer d'isoler, de repérer les vulnérabilités qui sont causées par la main de l'homme ou par les organisations mises en place par l'homme. Complètement d'accord avec vous, il faut inventer une sorte de prévention joyeuse. Il y a de se dire, faut pas faire ça parce que c'est pas bien, faut faire ça parce que vous y avez intérêt, tu y as intérêt. Faire attention à mieux se nourrir, faire attention à sa santé, ainsi de suite. J'y ai intérêt. Faire attention à la terre, faire attention à l'ensemble des êtres vivants. On y a tous un intérêt individuel et collectif. C'est comment on rejoint l'intérêt individuel et l'intérêt collectif. Je ne peux pas m'en sortir tout seul. Je ne peux pas m'en sortir sans les autres. Je suis le meilleur, le plus fort. Je prends Teddy Riner, de qui je suis assez différent. Il doit faire 1 mètre de plus que moi et 100 kilos de plus, et c'est peut-être un des plus grands champions de l'univers, et ainsi de suite. Ce garçon-là, il a aussi besoin de gens moins forts que lui, pour s'entraîner par exemple, mais aussi, je ne sais pas moi, un coach, je crois que c'est une femme qui l'aide en termes psychologiques, et ainsi de suite. Il a besoin de tout ça, même le meilleur des meilleurs, même le plus fort des plus forts, il a besoin d'interdépendance et de collectif. Et puis à un moment donné, il a aussi besoin de gagner aussi face à des gens, avec des gens. Il va s'entraîner, et ainsi de suite. C'est-à-dire que même le plus fort a besoin des autres. Même le plus fort peut être fragile. Je crois que notre avenir, c'est d'être conscient de nos fragilités actuelles, potentielles, et celles que l'on peut créer ou celles que l'on peut réduire. C'est totalement ce que dit Serge, c'est exactement c'est le terreau de ce que vous construisez, finalement. C'est ça, en fait. Celui qui veut agréger toutes les forces, en fait, il domine. Et ce faisant, il domine, il fait peur. Et on retombe dans cette société de la peur dont on parlait. Et en fait, quand vous acceptez votre fragilité intrinsèque, parce que vous n'avez pas cette qualité-là, etc., eh bien, vous avez besoin. Mais si vous portez un projet commun, c'est ça qui est important, c'est de porter un projet commun, qu'il soit de territoire, qu'il soit écologique, qu'il soit social, vous allez avoir besoin des forces que vous n'avez pas. Et donc, c'est en effet le terreau des solidarités, mais y compris des solidarités entrepreneuriales, locales, où vous allez comme ça agréger les compétences. Mais selon, en effet, des visions d'appartenance. Des visions d'appartenance. Parce que c'est une économie de réseau. C'est une économie où on se rencontre directement. On va essayer d'adresser un besoin, en fait, local, direct. Et là, vos fragilités sont en fait l'origine de la puissance parce que vous allez pouvoir vous rassembler. Mais je voudrais revenir sur la RSE. Parce que la réalité, en fait, sur le terrain, c'est quoi ? C'est que vous avez des endroits... Évidemment, la RSE est obligatoire pour la plupart des entreprises, Et ça peut être du greenwashing, ça peut être du socio-washing, oui. Et puis pour d'autres personnes, et beaucoup, qui ont envie d'agir, qui cherchent tous les outils autour d'elles pour agir, ça peut être des moyens pour des cadres, pour des responsables dans l'entreprise de dire « Et si on utilisait la politique RSE pour soutenir cette petite entreprise locale ou ce projet local ou ce PTCE, ce pôle territorial de coopération économique locale, rentrer dedans, faire... Voilà. Ce sont des outils qui sont à disposition, dont on peut se saisir. Et c'est important parce qu'on a un vrai problème. On voit qu'aujourd'hui, on a quand même des formes économiques, des formes sociales, des formes urbaines qui nous envoient dans le mur. Franchement,
On a des structures très silotées, très verticales, très hiérarchisées, très centralisées, qui, on le voit bien, nous envoient dans le mur. Et on a d'autres formes, en fait, qui sont en train d'apparaître par les individus. Et on a besoin de tous ces outils-là, parce qu'aujourd'hui, les outils de cette économie de la solidarité, on ne les a pas complètement. Donc on prend un peu de tout ce qu'on a sous la main. Ça, c'est vraiment important. On voit bien que les rapports de force entre les parties prenantes, les stakeholders, évoluent. On voit aujourd'hui la pression positive des consommateurs. En matière de RSE, les consommateurs exercent une pression positive, mais les salariés dans une entreprise peuvent aussi eux-mêmes être justement cette force de persuasion auprès de leur direction pour s'engager véritablement et non pas de manière artificielle et instrumentalisée. Et puis un dirigeant qui a envie de faire bouger son entreprise, sa première peur aussi, c'est que ce changement ne soit pas approprié par les salariés. Donc, en effet, c'est extrêmement important de maintenir ce dialogue. C'est l'heure malheureusement de conclure, parce qu'on aurait pu continuer encore, c'était un vrai plaisir. On va conclure sur une question d'actualité finalement, mais qui nous projette dans un an, pile. La solidarité est un thème éminemment politique. Quelle place la solidarité pourrait-elle occuper dans le débat présidentiel ? Quelle place va-t-elle occuper selon vous et quelle place aurait-elle dû occuper dans l'idéal ? Moi, ce que je crois, c'est que la solidarité, ça s'incarne. C'est comme l'amour. Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des actes d'amour. Et un leader national, comme ça, d'État. Et on l'a vu, par exemple, pendant la crise du Covid. Les pays qui ont eu les pires crises sont les pays qui ont été dirigés par des Trump, par des Bolsonaro, par des... Voilà. Et c'est pas seulement la gestion qui a été défectueuse, c'est aussi le fait qu'ils envoient des signaux d'être qui légitiment une façon d'être aussi dans la population. Et on a besoin aujourd'hui, pour moi, de dirigeants qui incarnent cette solidarité pour diffuser cet esprit de solidarité dans la population. Quand on incarne, par exemple, la violence, l'individualisme, etc., on voit se développer ces façons de faire et ces façons d'être autour de soi, au niveau local. Et on a besoin vraiment aujourd'hui de dirigeants qui incarnent ces valeurs, pas seulement qui en parlent. Ça ne doit pas seulement être un thème du débat, ça doit être une incarnation, je crois. Merci infiniment, Isabelle et Serge, pour ce débat. Nous clôturons donc cette très belle matinée justement de rencontres, de dialogues, de rencontres. J'en profite pour recommander à chacun l'excellent livre du philosophe Charles Pépin sur la rencontre. Et on était vraiment là aujourd'hui au cœur de la rencontre. Un grand merci à la Tribune pour avoir organisé cette matinée, à la région Occitanie, à sa présidente Carole Delga, qui nous ont permis justement de vous réunir tous depuis ce matin à 9h. Et puis un grand merci à chacun de nos intervenants qui sont venus justement dialoguer et puis porter une parole qui, je l'espère, est à la fois juste, raisonnable, objective, mais aussi optimiste. Et c'était l'enjeu de cette journée. Merci à vous. Merci.